Bonjour à tous. J'espère que vous êtes incollables sur les exoplanètes si vous êtes allé regarder la vidéo que je vous conseillais après la première partie sur la première loi de Kepler. Alors, en toute logique, après la première loi de Kepler, ça devrait être la deuxième. Je vais faire la troisième d'abord parce que la deuxième est souvent un petit peu plus compliquée à comprendre, donc je la garde pour la fin. Alors la troisième loi de Kepler, vous voyez, Kepler, il a mis un petit peu plus longtemps à l'énoncer parce que là aussi c'est une loi empirique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi cette loi s'énonce sous la forme que vous pouvez découvrir en dessous, mais il a fait énormément de mesures et il était persuadé, Kepler, qu'il existait une relation mathématique plutôt simple entre la période de révolution, on note T majuscule, d'une planète et petit a, qui est le demi-grand axe de l'ellipse. Alors je ne l'ai pas mentionné dans la première vidéo, mais attention aux notations. Ne confondez pas le petit a qui représente une accélération avec le petit a qui représente le demi-grand axe de l'ellipse. Suivant ce dont on est en train de parler, vous ne devez pas vous faire avoir et ne pas confondre les deux. Alors, Kepler, en fait, pendant des années et des années, a fait des tas de relevés, de mesures en astronomie, de périodes de révolution des planètes autour du Soleil et également des valeurs des demi-grands axes de ces planètes. Et il cherchait une relation simple. Dans un premier temps, il s'est dit peut-être que la période de révolution elle est proportionnelle à petit a. Ça marchait pas. Donc, je vous fais l'histoire relativement courte. En faisant des tas d'essais, en fait, il est tombé sur cette relation. Alors je rappelle quand même que T, la période de révolution, c'est le temps qu'une planète met pour faire un tour complet autour du Soleil. Alors que petit a, c'est donc le demi-grand axe. Donc en compilant toutes les données qu'il avait pu relever et en faisant des tas d'essais de relations mathématiques, il a constaté qu'en fait, que quelle que soit la planète du système solaire considérée, le rapport du carré de la période de révolution sur le cube du demi-grand axe de révolution était toujours une constante. Donc dans cette relation-là, qu'il faut apprendre par cœur, la période de révolution doit être en secondes et le demi-grand axe en mètres. C'est pas forcément les unités adaptées, parce qu'une période de révolution, c'est plutôt donné en jours, en mois, en années, pas trop en secondes. Et puis un demi-grand axe, ce sont des distances astronomiques, donc c'est plutôt donné en kilomètres, voire en d'autres unités. Donc attention si vous utilisez cette relation à faire les conversions. L'unité de la constante aussi, vous pouvez la retrouver, c'est pas la peine de la prendre par cœur, mais K, la constante, là, égale à ce rapport, c'est une période au carré sur un demi-grand axe au cube. Donc si vous regardez les unités, ce sont des secondes carrées par mètre cube. On écrira seconde mètre moins 3. Alors c'est intéressant de reprendre les valeurs qu'a trouvé Kepler, et puis de représenter sur un graphique en abscisse la valeur du demi-grand axe au cube en prenant le demi-grand axe en mètres, et en ordonnée le carré de la période de révolution. Alors vous avez les dessins avec certaines planètes qu'on peut reconnaître. Alors normalement, quand on part du Soleil, la planète la plus proche c'est Mercure, ensuite Vénus, la Terre, Mars. Ensuite, vous avez dû voir qu'il y a la ceinture d'astéroïdes si vous avez regardé la vidéo dont je parlais juste avant. Puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, si on connaît le demi-grand axe pour chacune des planètes, ce qui est le cas, les valeurs sont tabulées, on avait déterminé déjà ça à l'époque de Kepler. Donc on reporte le demi-grand axe au cube et on place en ordonnée la valeur correspondante de la période de révolution. Si je réécris la troisième loi de Kepler juste au-dessus, ça me donne que t carré, c'est égal à la constante k fois a au cube, où k est une constante qui est donc qui est positive, strictement positive. Donc on en déduit en mettant en abscisse a au cube et en ordonnée t au carré, que t carré et a au cube sont proportionnels. Et donc, quand je trace t au carré en fonction de a au cube, j'obtiens une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire une droite linéaire. C'est une façon de vérifier la troisième loi de Kepler. Un cas particulier qui va nous être utile dans la suite du cours, c'est celui où l'orbite est circulaire. Et je vous ai dit qu'à part pour Mercure, pratiquement toutes les planètes ont une orbite circulaire. Dans le cas de l'orbite circulaire, on remplace le demi-grand axe A par le rayon R du cercle. Et ça donne donc le carré de la période de révolution sur le cube du rayon de l'orbite circulaire, qui est égal à une constante. Bon, donc, je reprends là depuis le début pour préparer votre fiche de cours avec les choses à apprendre. Il faut connaître par cœur l'énoncé de la première loi de Kepler, les propriétés de l'ellipse, c'est-à-dire qu'est-ce que le demi-grand axe, qu'est-ce que le demi-petit axe, savoir dessiner une ellipse, savoir comment se placent les foyers sur le grand axe de l'ellipse. C'est pas la peine de retenir la remarque qui est ici, on vous la donnera. Et il faut apprendre par cœur la troisième loi de Kepler, mais aussi éventuellement savoir l'utiliser graphiquement comme ici.
Bon, cette vidéo n'étant pas trop longue, je pense que vous n'êtes pas déjà fatigué, ou en tout cas si vous l'êtes, faites une pause et revenez un petit peu après. Je vous propose de regarder directement la deuxième loi de Kepler que j'avais passée dans un premier temps. Alors la deuxième loi de Kepler, on l'appelle aussi la loi des airs. Alors que la première s'appelle la loi des orbites, on comprend bien pourquoi, et la troisième la loi des périodes, puisqu'elle donne une relation dans laquelle la période de révolution intervient. Donc la loi des airs, on va la lire, souvent la première lecture c'est un petit peu obscur, puis vous allez mieux comprendre avec le schéma qui est en dessous. Donc d'abord, sur le schéma, j'ai représenté de nouveau une ellipse. Alors, on imagine le grand axe horizontal ici, le petit axe de symétrie verticale. Donc le centre de masse du Soleil occupe un des foyers de l'ellipse, et puis la planète, donc vraisemblablement la Terre puisqu'on l'a représentée en bleu, décrit une orbite qui est une ellipse dont le centre du Soleil est un foyer. Bon, évidemment, là les choses sont figées, mais on imagine que la Terre, elle est en train de tourner autour du Soleil. Alors la deuxième loi de Kepler, elle dit que le segment SP qui relie le centre du Soleil au centre de la planète, ce segment, il balaie des aires égales pendant des durées égales. Ah oui, imaginez, là, tout est figé, c'est un dessin. Mais, si à un instant T1, là, le segment SP est dans cette position, et qu'on laisse s'écouler une durée delta T, par exemple 20 jours, pendant cette durée delta T de 20 jours, la planète se sera déplacée. Donc le segment SP se sera déplacé aussi. Initialement, la planète P avait son centre de masse au point A, et il est passé au point B. Donc pendant cette durée, il y a une certaine R, en vert ici est noté 1, qui a été balayée par ce segment. Bon, donc maintenant on regarde un petit peu plus tard. À l'instant T2, le centre de masse de la planète est arrivé en C, ici. On laisse s'écouler exactement la même durée. J'avais dit 20 jours tout à l'heure. Donc on laisse passer encore 20 jours. Bon, si c'est la même durée, ça veut dire que les aires A1 et A2, balayées par le segment Soleil-planète, sont égales. Donc pendant une même durée, 20 jours dans l'exemple que j'ai pris ici, le segment SP balaie des aires égales. Alors c'est pas du tout évident de voir que les deux aires sont égales ici. On pourrait imaginer qu'on découpe en plein de petits carrés et puis qu'on compte le nombre de carrés et on constaterait que c'est le même. Bon, il faut également apprendre l'énoncé de la deuxième loi de Kepler. C'est en général un petit peu moins évident pour vous. En fait, ce qui est surtout important, c'est sa conséquence, parce que franchement, si j'observe des planètes dans le ciel, si je veux regarder quelle est l'aire balayée par le segment entre le centre du Soleil et le centre de la planète, je vais avoir du mal à faire des mesures et en dire quelque chose. Donc on va se ramener à une autre longueur qui est un petit peu plus parlante, qui est la vitesse. La vitesse de déplacement, pour une planète comme pour un objet, c'est beaucoup plus parlant. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder à quelle vitesse la planète va se déplacer sur son segment ici. Parce qu'on a dit là, les deux segments, donc A, B et C, D ici, ils sont balayés pendant une même durée. C'était mon postulat de départ, puisque les aires A1 et A2 sont égales. Donc l'arc d'ellipse ici, AB, est parcouru par la planète en une même durée que l'arc CD. Bon, manifestement, ils ne sont pas du tout égaux. L'arc AB, il est bien plus petit que l'arc CD ici. Et on en conclut donc que la planète, quand elle se déplace sur son orbite elliptique, elle ne le fait pas à vitesse constante. C'est bien sûr quand elle parcourt la plus grande distance en une même durée que sa vitesse est la plus grande. Donc l'arc AB est plus petit que l'arc CD. Ça veut dire que quand la planète parcourt l'arc CD, elle le fait à une vitesse qui est plus grande. Donc c'est ça la conséquence qui est importante. Donc il faut apprendre l'énoncé de la deuxième loi de Kepler. On va vous le demander en question de cours, souvent au début d'un énoncé dans un sujet sur les mouvements des planètes autour du Soleil, mais on va vous demander tout de suite après d'expliquer la conséquence. Alors si on généralise finalement, on voit que la planète, quand elle décrit une ellipse, alors notamment une ellipse bien aplatie, donc c'est vrai que finalement, à part pour Mercure, les ellipses sont pas tellement aplaties, on a dit que c'était plutôt des cercles, mais bon, on y reviendra. Donc en tout cas, dans le cadre d'une orbite elliptique, ça veut dire que la planète, elle va aller le plus vite quand elle est très proche du Soleil, c'est-à-dire au point là que je suis en train de montrer. En revanche, elle va aller le plus lentement quand elle sera loin du Soleil, ce qui est noté en conséquence sur la partie suivante, en haut de la page 3. Donc, la vitesse devient la plus grande quand la planète se rapproche du Soleil. Et donc, la vitesse est maximale en A. Alors, A, reportez-vous plutôt au premier schéma, où il fallait rajouter les points A et A' qui ne figuraient pas sur le document que je vous ai distribué. Donc, c'est quand la planète est le plus proche du Soleil qu'elle est la vitesse la plus grande. Au contraire, c'est quand elle est le plus loin qu'elle est la vitesse la plus petite. Alors, pour le vocabulaire, A, le point le plus proche, ça s'appelle le périgée ou le périhélie. Il faut apprendre ces deux termes.
Et à', c'est l'apogée ou l'apoélie. Alors je pense que sur ces 4 mots, apogée, ça vous évoque quand même quelque chose, hein. Quand on dit que voilà, une personne est à l'apogée de sa carrière, par exemple, c'est son point culminant, son point le plus haut. Donc ici, ça correspond au point le plus éloigné du Soleil. Un cas intéressant quand même, c'est celui de l'orbite circulaire, puisque bon, on a bien dit qu'à part Mercure, on pouvait considérer que toutes les orbites des planètes autour du Soleil étaient circulaires. Donc j'ai redessiné le cas particulier, hein, d'une orbite qui est circulaire, et donc le centre de masse du Soleil se trouve au centre du cercle. Dans ce cas-là, si vous faites la même chose, là, donc la planète passe de A à B, on va reprendre 20 jours comme tout à l'heure, et puis pareil, de C à D en 20 jours. Ben, là, vous constatez que pour avoir des aires égales, en fait, parcourues en des mêmes durées, il faut que les arcs de cercle, cette fois-ci, ben, soient égaux. Donc, dans le cas particulier de l'orbite circulaire, en une même durée, la distance parcourue sur le cercle, c'est la même, en fait. Donc, si l'orbite est circulaire, la vitesse sera constante tout au long de cette orbite circulaire et le mouvement sera uniforme. Donc ça, c'est un cas important qu'il faut que vous reteniez, puisque bien sûr, par exemple, dans le cas de l'étude du mouvement de la Terre autour du Soleil, l'orbite étant considérée comme quasi circulaire, on pourra retrouver ce résultat-là. Donc je résume, hein, sur cette troisième partie, vous devez connaître les énoncés des 3 lois de Kepler et savoir représenter aussi, hein, savoir illustrer sur des schémas la deuxième loi de Kepler dans le cas de l'orbite elliptique, trouver la conséquence sur la vitesse de la planète, et également savoir illustrer sur le cas de l'orbite circulaire et en déduire que dans ce cas-là, le mouvement est uniforme. Bon, je pense que vous avez gagné une pause, hein. Je pense qu'il ne faut pas travailler la même journée toutes les parties de ce cours-là, parce que c'est plus dur quand on le fait tout seul. N'hésitez pas à revisionner la vidéo. Donc arrêtez-vous là pour le début du cours, et puis vous reprenez un petit peu plus tard. Il reste à travailler sur l'application de la deuxième loi de Newton aux planètes. À bientôt!